La marchandisation de la culture que le gouvernement néolibéral défend est en train de casser l'exception culturelle française. Il n'y a pas un seul film qui montre des problèmes ouvriers. Il n'y en a pas. Nous sommes en retard. Mais en fait, j'étais très en colère. On ne doit pas laisser le cinéma français tranquille. Ce qui me pousse à continuer, c'est Les gens qui n'ont pas accès à la parole. On se doit de leur faire de la place. Je suis au courant de tout. Bienvenue dans le futur. Bonjour, bonsoir, bon après-midi et bienvenue au podcast de l'association Et pourtant ça tourne. Dans ce podcast, nous parlons de cinéma, de politique, de représentation et très souvent les trois en même temps. À notre table, nous avons Hugo. Bonjour Hugo. Bonjour, donc comme tu l'as dit, moi c'est Hugo, je suis en études de théâtre dans le but de devenir comédien. Et côté cinéma, je suis fan de deux choses qui n'ont vraiment aucun rapport entre elles, c'est-à-dire le cinéma de genre et les comédies musicales. Voilà, faites des comédies musicales d'horreur, j'adore ça, c'est la meilleure chose. Et donc je suis très content d'être autour de cette table avec vous. Et nous avons comme chroniqueuse Mao. Comment tu vas Mao ? Ça va super. Pour m'introduire un petit peu, je dirais que mon prénom ne s'écrit pas pareil que celui du dictateur, il ne faut pas confondre. Je suis en études de cinéma pour manifestement ne me tourner vers l'écriture, donc faire un peu autre chose que ce pourquoi je suis là, mais c'est pas grave. Mes films préférés sont Mommy, de Xavier Dolan, La maman et la putain. Non, je n'ai pas de Mommy chose. Annette et Le cercle des poètes disparus, et surtout Manu Chemot. Enfin, j'en ai trop, des films préférés. Et en ce moment, je suis en train d'écrire un bouquin. Bah écoute, excellent, on adore Annette. Et ensuite, nous avons une autre chroniqueuse, Marine. Bonjour, moi je m'appelle Marine, je suis en études de cinéma et de théâtre comme Mao et pareil j'adore l'écriture et je voudrais devenir journaliste culturelle et à côté de ça je fais un petit peu de musique, un petit peu de réalisation, tout ça, ça me fait plaisir et j'adore les films de vacances, les films d'été et les films qui parlent du deuil et des relations familiales. Donc mes films préférés c'est After Sun de Charlotte Wells et Contes d'été d'Eric Romer, mais j'adore le cinéma d'Agnès Varda. Les comédies musicales c'est pas trop ma came, mais quand il y a des pépites je suis très fan. Et du coup moi de mon côté je suis Elmar. J'aime dire que je suis artiste, mais ça peut paraître très prétentieux, mais voilà, moi j'aime écrire, j'aime rapper, j'aime jouer, j'aime chanter, j'aime composer, en fait si ça touche à l'art, il y a de fortes chances que j'aime bien. Dans mes films préférés, là, ce qui me vient en tête, j'ai 10 Things I Hate About You. Vraiment, c'est un comfort watch très précieux dans mon cœur. On a Moonlight, qui n'est pas un comfort watch parce que ça me détruit à chaque fois. Et si je devais mettre un troisième, L'Arbre au papillon doré, ce qui est un film vietnamien, que je trouve mérite une meilleure visibilité. Aujourd'hui, même si ce n'est plus du tout la saison pour les palmiers, aujourd'hui nous allons parler des films qui étaient en compétition pour la Palme d'Or. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir des gens qui étaient justement au Festival de Cannes. Est-ce que Marine, tu pourrais nous en dire un peu plus ? Du coup, je suis allée au Festival de Cannes pour la première fois cette année, en mai 2024. Et j'y suis allée dans un contexte un peu particulier parce que j'ai gagné un concours avec l'Association française des cinémas d'art et d'essai, l'AFCAE. Ils organisaient un appel à ambassadeurs, ambassadrices. Et du coup, j'ai été choisie avec 5 autres personnes de France. Donc, on a été emmenés là-bas pour sélectionner 3 films durant les rencontres AFCAE qui précèdent le Festival de Cannes. Et donc, de ces films, on a sélectionné Le Royaume de Julien Colonna, L'Histoire de Suleiman et Niki de Céline Salette. Et donc, on était là-bas, mais vraiment dans une bulle. On était chouchoutés, on était invités partout, on rencontrait des gens de ouf. Ça m'a vraiment surprise et déstabilisée à quel point ce monde me passionnait. Et ça a vraiment conforté mon désir de travailler dans ce monde-là et de rencontrer des gens et de découvrir des films durant ma journée, enfin durant ma vie, quoi. Et donc, ouais, c'était vraiment une expérience incroyable. Ça a complètement changé ma vie. J'ai été éblouie par la quantité de paillettes et surtout par la superficialité de cet événement qui, mine de rien, mise beaucoup sur l'apparence. Mais j'ai passé un moment incroyable. Donc, c'est vrai que j'ai pas vraiment réfléchi à ce que je faisais, pour le festival, aux enjeux et tout ça durant le moment où j'y étais. Mais j'ai juste profité. Et lorsque je suis rentrée à Paris après, ça a été un peu compliqué pour revenir à la réalité. Hugo, toi aussi tu y es allé. Est-ce que ton expérience était similaire ? Pas du tout. Est-ce que tu as aimé ? Est-ce que tu as détesté ? Dis-nous tout.
Alors c'était similaire, oui et non. Moi aussi j'y allais pour la première fois. Moi j'y suis allé dans un contexte quand même différent de Marine. J'y suis allé pour mon propre podcast à moi en presse du coup. Et c'est vrai que je suis assez d'accord avec toi, c'est vraiment un endroit, comment dire, faut vraiment vivre ce festival pour se rendre compte de ce que c'est. C'est une bulle. Enfin, on a l'impression qu'il n'y a pas de temps en fait là-dedans. On ne sait pas du tout quand on va sortir de là. C'est tout le temps, on voit des films, on les enchaîne. Et c'est vrai que j'ai été surpris aussi par le même aspect que toi. Moi, d'habitude, je suis quelqu'un qui, je vais à des avant-premières avec équipe, mais oui, je vois les gens et je suis content comme ça, mais pas forcément plus. Là, j'ai découvert que, ouais, effectivement, c'était vraiment quelque chose, de voir pas mal de gens. Et c'est vraiment le rassemblement du cinéma et c'est très imposant à voir. Maintenant, c'est vrai que, comme tu le dis, il y a une certaine superficialité, bien évidemment. Il y a tout ce qui est tapis rouge. Et puis même, moi, je l'ai vu d'un point de vue presse, parce que du coup, on avait des espaces réservés à la presse. Et en fait, dans ces espaces, on voyait beaucoup d'influenceurs, d'influenceuses TikTok, mais en fait, qui n'étaient pas forcément cinéma, qui faisaient des vidéos parce que le festival les invitait en échange de visibilité, mais qui, dans le fond, étaient pas vraiment intéressés. Et en fait, du coup, j'ai pas pu m'empêcher de me dire à chaque fois que je passais devant ces influenceurs, influenceuses, mais vous prenez la place à des gens qui ont vraiment envie d'être là, à des vrais passionnés qui se sont fait refuser parce que cette année, il y a eu beaucoup de refus d'accréditation. Et c'est vrai que c'est quelque chose quand même d'un petit peu particulier, ce festival. Et du coup, si je peux partager une anecdote, moi, pour montrer un petit peu quand même que c'est un milieu plutôt malheureusement élitiste ou quoi. C'était sur la séance tout à la fin du festival sur Les graines du figuier sauvage. Très bon film d'ailleurs. Et donc c'était placement libre au Grand Théâtre Lumière, ce qui est rare pour les séances des films en compétition. Et un monsieur vient s'asseoir à côté de moi sur un strapontin parce qu'il n'y avait plus de place ailleurs. Et on commence à discuter un petit peu comme au festival de Cannes, quoi. Et il voit mon badge presse. Et il me dit, et vous, vous êtes là pourquoi ? Et du coup, je lui explique que je suis là pour mon podcast, etc. Et il me fait ah, mais il donne des presses pour ça maintenant ? Et en fait, c'est tellement con, mais c'est juste ce truc de tu n'es pas à ta place. Et je trouve que c'est un festival qui fait beaucoup se sentir comme ça parce que c'est tellement grand, tellement immense que en fait en permanence on a l'impression d'être un peu en syndrome d'imposteur. Et je précise bien évidemment que ce monsieur était le rédacteur en chef des Cahiers du cinéma. J'avais envie aussi d'avoir l'avis de Mao. Toi tu n'y étais pas, mais est-ce que tu as un avis sur le festival de Cannes dans son ensemble ? Est-ce que tu aimes ça ? Est-ce que tu t'en fous ? Dis-nous tout. Alors justement, j'ai participé à un concours, mais je n'ai pas fait partie des 5 sélectionnés pour aller au Festival de Cannes. Tabernacle. Voilà, mais je suis très fière de toi, Marine. Donc moi, Cannes, je l'ai suivi en parallèle. J'avoue, j'étais pliée de rire à chaque fois que mes proches, une fois je crois que c'était un ami ou si ce n'est ma mère qui m'a envoyé une vidéo en disant c'est pas Hugo là, parce que Hugo est apparu dans certaines vidéos de Sens Critique. Donc ça me faisait rire déjà. J'ai un peu suivi de loin. Je pense que j'ai plus suivi étonnamment l'année dernière ou il y a 2 ans. J'avoue, lors du festival, les films m'ont pas trop intéressé sur le moment. Maintenant, je les découvre et je me dis ah non, c'était intéressant quand même. Mais sinon, mon avis sur le festival, j'ai qu'un avis de spectateur extérieur, donc je peux pas dire grand-chose. Je mets toujours en question sur à quoi ça sert de primer des films, mais en même temps, je sais que ça peut rapporter de la visibilité. Justement, des films n'auraient pas leur succès ou leur renommée s'ils n'avaient pas eu un prix à Cannes ou pas eu un prix au César. Je pense par exemple à Chien de la Casse, que je considère comme un de mes films préférés, qui a eu des prix au César et il n'aurait pas eu du tout la même aura s'il n'en avait pas. Je sens qu'Hugo n'est pas d'accord à côté, mais c'est pas... Justement, Hugo, dis-nous plus. Non, je suis d'accord avec ce que tu as dit sur le principe. C'est juste moi sur l'aspect Chien de la Casse. Je pense que c'est vraiment un film qui, justement, dès sa sortie, a créé cette espèce d'aura qui a fait que beaucoup de bouche à oreille où les gens commencent à en parler en bien. Mais je suis d'accord avec toi. Il y a des films pour lesquels, évidemment, un prix au Festival de Cannes, c'est plus honorifique. Genre, je pense au fait que, par exemple, cette année, ils ont récompensé un film de Yorgos Lanthimos. Je ne pense pas que Yorgos Lanthimos, surtout que c'est pas lui qui l'a eu, c'est son acteur, mais je ne suis pas sûr que il ait besoin de ça pour faire des entrées. Mais il y a des films, effectivement, où ça permet de la visibilité. C'est dans ces cas-là que c'est cool. Maintenant, c'est quand même quelque chose qui, pour moi, est pas forcément inhérent à la compétition officielle, qui prend quand même, sauf rares exceptions, des films de réalisateurs et réalisatrices déjà confirmés et installés. Et je trouve que là-dessus, les sélections parallèles sont beaucoup plus intéressantes. Justement, parce qu'au Festival de Cannes, il y a aussi la quinzaine. Pour vous, est-ce que c'est quelque chose que vous voyez comme étant à part, genre son petit truc de côté, ou est-ce que c'est un truc qui est vraiment lié avec le Festival de Cannes? Mao, je vois que tu as un petit avis. Après, moi, je connais pas toutes les catégories, mais... En fait, c'est un certain regard en compétition, tout ça, ça fait partie de la sélection officielle, du coup, avec la compétition. Et après, il y a les sélections parallèles qui sont la quinzaine,
La Semaine de la Critique et l'Acide. Ouais. Ok, donc je reprends. À chaque fois qu'il y a un nom de sélection parallèle devant un film, généralement, je crois que j'apprécie plus le film que quand il est en sélection officielle. J'avoue, des fois, je remets en question quel film va en compétition officielle et quel film n'y va pas, mais je suis pas assez formée pour savoir les attributions et pourquoi ce film et pas un autre. Ouais, moi je me souviens, à l'époque, il y avait ce film Yves qui était à la quinzaine et qui n'était pas en compétition. Et regardez Yves, le concept est bizarre, mais c'est très très drôle. Et toi, Marine, est-ce que pour toi, la quinzaine et tout ça, tu le vois comme son truc vraiment à part ou tu le vois comme vraiment associé avec le festival ? En fait, je les vois avec la sélection officielle parce que pour moi, Cannes, c'est un tout, on va dire. Donc s'ils sont sélectionnés, c'est que c'est pas pour rien. Après, pour moi, ces films, ils sont dispatchés dans ces différentes catégories parce qu'ils sont pour un certain public. Par exemple, la quinzaine des réalisateurs, ça va être pour mettre à l'honneur la patte des réalisateurs et des réalisatrices. La Semaine de la Critique, ça va être plutôt ciblé pour les journalistes, pour les critiques, pour les rédacteurs, les rédactrices et tout ça. Je suis une grande fan de la sélection Un certain regard, parce que j'ai l'impression que c'est tous les films un peu dérangeants qui auraient pu aller en compétition officielle, mais que parce qu'il y avait quelque chose de soit de trop, soit de pas assez, n'y sont pas allés. Du coup, j'ai trouvé que cette sélection, surtout de cette année, était incroyable. Je trouve qu'il devrait mettre plus d'importance médiatique, notamment autour de Un certain regard et des sélections parallèles aussi, comme l'Acide, la Semaine de la Critique, la quinzaine des réalisateurs, parce qu'on met beaucoup en valeur la sélection officielle, où là, c'est vraiment des films, j'ai l'impression qu'ils sont très commerciaux et le budget joue énormément. On remarque qu'en sélection officielle, il y a rarement des films peu chers, alors que dans Un certain regard, généralement, les films sont beaucoup moins chers. Le budget est beaucoup plus faible que pour la sélection officielle. Hugo ? Je suis assez d'accord avec toi, surtout qu'un certain regard, généralement, c'est là où vont se retrouver soit les premiers, soit les deuxièmes films, sauf exception. Et du coup, c'est vrai que c'est pas vraiment une chance qui est laissée en fait aux personnes qui émergent dans le milieu. Je pense que la compétition est beaucoup plus réfléchie en termes d'attirance et de popularité qu'en termes de cinéma. C'est-à-dire que je pense qu'il y a aussi la réflexion il faut avoir un beau tapis rouge. Parce qu'il y a ces fameuses soirées de gala, notamment les séances de 19h, 20h, qui sont vraiment les grosses séances du festival. Il y a celles de 22h qui sont un peu moins prestigieuses, mais la séance de 20h est extrêmement prestigieuse, et quand il y a des tapis rouges avec, je pense à, par exemple cette année c'est hors compétition, mais il y a eu Monte Cristo avec un gros casting, il y a eu L'Amour ouf après qui a débarqué, il y a eu le film de Yorgos Lanthimos qui a un casting hollywoodien absolument XXL, donc je pense que c'est vraiment beaucoup plus réfléchi là-dedans, et que forcément un tapis rouge qui n'attire pas, c'est pas un tapis rouge, enfin un film qui va avoir envie de sélectionner en compétition. Maintenant oui, je suis d'accord avec toi sur l'attention médiatique qui devrait être portée aux sélections parallèles, mais malheureusement je pense que c'est le mode de fonctionnement du festival qui fait que ça a beaucoup moins d'importance, et il y a vraiment surtout beaucoup de séances où en fait on va voir des films Un certain regard et on se dit mais ça en fait ça mériterait la compétition, et à l'inverse il y a des films en compétition où on se dit mais ça n'a rien à faire là. Moi je pense notamment au film de David Cronenberg qui était affreux. Oui. C'est une petite balle perdue, mais voilà, mais c'est un exemple comme un autre. Et en fait, chaque année, il y a ces films-là où on se dit, toi, tu as été sélectionné parce que tu es un nom, genre David Cronenberg. Il y a quelques années, il y avait Flag Day de Sean Penn aussi, qui était horrible. Enfin voilà, c'est des films qui, en fait, c'est des noms, des grands noms de gens qui sont installés dans le milieu, qui ramènent de la popularité, tout ce que tu évoquais avec l'aspect paillettes, etc. Et qui, du coup, à mon sens, sont vraiment là pour ça, plus que pour la qualité de leur film. Juste un dernier petit truc à dire. Je pense que aussi Un certain regard peut être vu comme un tremplin pour aller après à la compétition officielle. C'est pas le cas de tout le monde, mais il y en a certains qui commencent ici pour aller plus loin. Hugo, t'as parlé de quelque chose, des films Yorgos Lanthimos, tout ça. Justement, vous, c'est quoi un peu votre avis des films comme Kinds of Kindness, ou même cette année, il y a eu Furiosa? Est-ce que pour vous, ce genre un peu de blockbuster américain, tout ça, est-ce que selon vous, ils ont leur place à ce genre d'événement? Moi, je suis pas dérangé par les séances. Genre, tu parlais de Furiosa, je suis pas du tout dérangé par ce genre de séance parce que c'est vraiment une avant-première un peu exceptionnelle, surtout que le film sortait la semaine d'après, au moment où il a été diffusé à Cannes. Donc, ça me dérange pas tant. Après, pour moi, c'est une vision, c'est une ligne entre guillemets éditoriale et aussi d'une certaine façon politique du festival de prendre ces films-là. C'est ce que j'évoquais. Moi, effectivement, quand je vais à Cannes, c'est sûr que c'est toujours agréable d'avoir des noms de réalisateurs et de réalisatrices qu'on aime bien, mais c'est vrai que Yorgos Lanthimos, bon, en fait, il commence à être surtout très présent. En plus, on voit beaucoup de films de Yorgos Lanthimos, et c'est vrai que ça fait partie des réalisateurs où je me suis dit, en vrai, j'aurais bien aimé de la nouveauté. J'aurais bien aimé, je pense à certains films d'Un certain regard, j'aurais bien aimé qu'ils prennent la place de ce film-là en compétition.
Et voilà, après c'est tout le jeu aussi des distributeurs qui forcément font leur promo comme ça aussi, et puis d'une certaine façon c'est un peu un lobby aussi, quoi, de vraiment venir placer son film et de promettre que oui, mais en fait si vous nous invitez, vous allez avoir telle star. Moi j'ai fait la conférence de presse du Yorgos Lanthimos, c'était impressionnant. Tout le rang où il y avait justement les membres de l'équipe du film, où c'était littéralement que des stars hollywoodiennes, et le truc était rempli, c'est super impressionnant. Maintenant, c'est aussi ce qui fait, l'attrait du festival, même d'un point de vue cinéma, même si en termes de qualité, il y a des films qui vont être beaucoup plus intéressants de gens pas forcément connus. Quand on annonce la sélection, c'est forcément tout de suite beaucoup plus attirant. Et pour moi, la popularité du festival et le fait que Cannes est considéré comme le plus grand festival de cinéma joue aussi là-dedans. Et ce qui fait que là, ils sont dans un truc où concrètement, de nous, ce qu'on dit, c'est que ce serait cool que ça change et qu'il y ait plus de place au cinéma émergent. Mais en fait, eux, dans leur position, n'ont aucun intérêt de changer parce qu'il y a cette recette-là qui fonctionne. Et en fait, dans leurs objectifs, notamment de rentabilité, de visibilité, c'est la meilleure stratégie qu'ils peuvent avoir. Mais c'est un peu dommage. Est-ce que justement, la popularité du Festival de Cannes n'a pas un peu tué son essence de base, ou est-ce que selon vous, à l'inverse, ça a permis justement d'avoir plus d'attention, en fait un côté plus gros qu'il a pu avoir avant? Oui, j'ai l'impression que le fait que ce soit trop populaire, très populaire, ça a un petit peu tué l'aspect artistique du festival, la portée artistique, le but artistique du festival, qui est montrer des films, faire des films, mettre à l'honneur des réalisateurs et réalisatrices, des acteurs, des actrices, tous ces métiers du cinéma, même les scénaristes et tout ça. Alors que là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui vont au Festival de Cannes, pas pour voir, mais pour se montrer, pour prendre des photos sur les marches. Et je vais prendre cet exemple il y a une personne que je voyais quasiment tous les soirs, qui montait les marches en tant que spectatrice. C'était une dame. J'ai pas forcément porté attention à cette dame, mais elle avait un chien. Elle avait un husky énorme, tout blanc, tout poilu, qu'elle habillait avec des tutus en froufrou rose, hideux. Le pauvre chien, c'était terrible. Et je me dis, le chien ne peut pas rentrer dans la salle de cinéma. Je sais pas si c'est autorisé, mais dans le Grand Palais, un husky de cette taille. Et du coup, je me dis, pourquoi cette dame fait ça? Mais c'est parce que, du coup, il y avait toutes les caméras qui étaient braquées sur son chien, parce que, évidemment, c'est ce qui attire l'attention. Moi-même, j'ai été attirée par ce chien. Et je pense que cette dame n'allait juste sur le tapis pour se montrer. Elle n'assistait pas forcément à la séance. Et c'est tout cet aspect qui pour moi, me gêne, c'est on y va parce que c'est Cannes et pas parce que c'est du cinéma. Dédicace à tous les chiens qui nous écoutent. Hugo, j'ai l'impression que tu voudrais réagir. Oui, en soi, je suis assez d'accord avec toi. Je pense qu'aujourd'hui, le côté film et cinéma, c'est totalement perdu. Et d'ailleurs, sur les séances... il suffit en fait de voir des gens qui ont des... Parce qu'il y a plusieurs types d'accréditation à Cannes, notamment l'accréditation cinéphile, donc là, qui est basée sur notamment une lettre de motivation aussi. Puis, il faut être appuyé, je crois, soit envoyer ses tickets de cinéma, ses abonnements de carte illimitée, soit être appuyé par des salles de cinéma, en termes de candidature. Et c'est quand même très dur d'être pris. Et surtout, c'est très difficile d'avoir des places pour les séances. Je ne sais pas si c'était ce que tu voulais dire, aussi, mais ouais. Voilà, je te laisse finir. Ah oui, parce que oui, du coup, en fonction des accréditations, c'est plus ou moins facile d'avoir des places. Et concrètement, c'est les gens qui ont une accrède pro qui sont beaucoup plus avantagés là-dessus, mais qui, en général, ils vont plus pour des rencontres professionnelles, en fait, et qui vont pas tant assister au film. Mais du coup, il y a des places qui leur sont réservées et qui sont pas du tout utilisées. Preuve en est qu'il y a énormément de gens, en fait, qui vont à Cannes sans accréditation et qui arrivent à rentrer dans les séances juste en restant devant le palais avec une pancarte, cherche une place pour tel film, et en fait à chaque fois il y a tellement de places en trop que les gens arrivent quasiment toujours à rentrer. Et voilà, et tous les jours on refuse, tous les jours, à chaque édition, on refuse des gens parce que, je ne sais pas, leur dossier n'est pas assez appuyé ou je ne sais pas quel critère est invoqué, et on empêche les gens qui ont une accrède d'aller vraiment dans les séances de gala, et souvent les gens qui ont une accrède cinéphile se retrouvent dans des cinémas qui sont pas du tout sur la Croisette, qui sont dans d'autres endroits de Cannes, donc plus dur d'accès aussi, et c'est un petit peu, il y a déjà un espèce de séparatisme en fait là-dedans. C'est un peu les gens qui ont vraiment réussi et qui sont affirmés dans le milieu, et les gens qui sont là un petit peu en auditeur libre, entre guillemets, qui ne comptent pas vraiment. Et ça, je trouve que c'est assez violent en vrai sur le festival. Moi, je pense que le moment où j'ai compris que c'était vraiment quelque chose de justement violent un petit peu comme ça, et où c'était quand même il y avait une pression et tout, c'est la seule séance de gala que j'ai faite. Les séances de gala, c'est les séances du soir et vous faites bien habillé, ce que vous voyez à la télé. Moi, c'était Furiosa. C'était le seul film où j'ai dit j'irai en gala parce que c'est un des films que j'attendais beaucoup, et puis c'est une séance événement, et voilà. J'ai eu ma place, et en fait, le moment où je suis passé sur le tapis rouge, je suis passé tout à fait normalement en marchant pour aller, parce que vous êtes obligé de passer sur le tapis rouge pour rentrer. Et même en passant normalement,
je me suis fait incendier sur ma gauche et sur ma droite par les photographes parce que du coup en fait quand vous passez vous gênez leurs photos et ils ne se privent pas pour vous hurler dessus, pour vous dire de se dépêcher. Enfin il y a un moment où c'est limite barbare en fait. Enfin c'est assez c'est oppressant vraiment et c'est un peu aussi dégradant en vrai de pas. Enfin voilà, c'est vraiment un endroit où il faut que ça tourne. C'est limite une usine en fait. Enfin c'est très particulier et c'est quand même un petit peu embêtant en fait cette institution qu'est le festival qui va entre guillemets décider de ce qui est de la culture légitime ou de la culture illégitime parce que faut pas se mentir, les films qui sont sélectionnés à Cannes ça leur donne une légitimité voilà et je trouve ça quand même un petit peu dérangeant voilà parce que en soi c'est le concept de festival sélectionner des films, les primer etc, mais je veux dire l'usage qui en est fait particulièrement par Cannes je le trouve dérangeant. Pour le premier film on va parler qui du coup a été sélectionné à Cannes, c'est rien d'autre que The Substance. Have you ever dreamt of a better version of yourself? Yeah, wild, bro. Awesome. Pour aller Barja, t'es une déesse. Wow. Crade, mais délicieux. Oh, mais par pitié que ça prenne une palme, que ça prenne tout, c'est incroyable. Là, mon cœur, il a failli lâcher. Mon corps n'était pas prêt à ça. Donnez-lui la palme par pitié. The Substance est un film de Coralie Farja avec Demi Moore, Margaret Qualley ainsi que Dennis Quaid. L'histoire suit Elizabeth Sparkle, une célébrité en déclin qui décide d'utiliser une drogue mystérieuse appelée The Substance qui lui permettra de conserver une part de sa beauté de jeunesse. Marine, j'aimerais bien avoir ton avis sur ce film. The Substance, donc je l'ai vu à Cannes en première avec l'équipe et j'ai appris que c'était un film de body horror vraiment 10 minutes avant la séance. Ça m'a pas forcément gênée parce que j'étais entourée et moi les films d'horreur, bon j'ai du mal avec les films d'horreur de base parce que j'ai très peur très facilement, mais le fait d'être entourée ça me rassure. Du coup je me suis dit ok c'est bon, je suis avec mes amis, je vais tenir et puis je suis à Cannes, c'est bon, je vais pas non plus faire des chichis. Du coup je suis dans la séance et j'ai vraiment apprécier le film parce que c'est tellement too much que juste je me suis dit ok c'est bon allez elle s'éclate un œil voilà et bref j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à voir autant de violence dans le film et autant de sang mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui m'a beaucoup gênée, c'est la représentation du corps des femmes. Toi-même tu disais sa beauté de jeunesse, comme si la beauté ça pouvait juste être dans la jeunesse et j'ai l'impression que le film veut déconstruire ça sans vraiment le déconstruire tout à fait parce qu'il présente un idéal comme étant du coup interprété par Margaret Qualley dans le personnage de Sue, mais cet idéal ne peut être que jeune, ne peut être que beau, ne peut être que mince, ne peut être que blanc du coup. Et oui, c'est ça qui m'a un peu gênée, c'est que cet idéal ne peut être que comme ça et ne peut pas être autrement. Et ouais, il y avait vraiment toute cette comparaison qui m'a un peu tourné dans la tête quand je suis sortie du film. Et voilà, c'est quelque chose qui m'a gênée. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui l'avaient comparé à Titane de Julia Ducournau, alors que pour moi le film il est vraiment différent de Titane. Enfin, ça n'a rien à voir à part le fait que c'est juste du body horror et que c'est féministe. Et j'ai l'impression que c'est pour ça que les gens font l'amalgame et qu'ils ont dit oui c'est comme Titane donc il pourra pas avoir la palme ou alors donc il devrait avoir la palme alors que ces deux films n'ont rien à voir. Donc je suis curieuse de savoir votre avis sur la question. Alors moi je vais pas le comparer à Titane mais justement j'allais en parler parce que en fait Titane quand il est sorti on a dit un peu la même chose de Juliette Ducournau comme quoi elle voulait dénoncer le regard misogyne mais qu'elle objectifiait son personnage principal donc qui est joué par Agathe Roussel, par exemple la scène où elle fait un striptease sur une voiture. Sauf que moi je suis pas forcément objectivement, oui, il y a de l'objectification, mais je suis pas d'accord dans le sens qu'elle représente un regard, elle représente un idéal, qui est un idéal sociétal. Donc par exemple, dans The Substance, elle prend Margaret Qualley. On peut lui reprocher d'avoir pris une femme blanche, jeune, etc. Mais malheureusement, si elle veut représenter un idéal de société, actuellement, ouais, c'est celui-là. Donc totalement. C'est vrai que ça ferait plaisir de voir une femme ronde, une femme non blanche, une femme qui soit non valide. Mais le problème, c'est que on lui dirait, oui, mais c'est pas l'idéal actuel, donc ton film n'est pas réaliste. Déjà, The Substance n'est pas un film réaliste. C'est à peu près la même chose en fait avec Juliette Ducournau. C'est si tu veux dénoncer quelque chose et une oppression, il faut que tu passes par cette oppression pour la déconstruire ensuite. Justement, moi c'est ça aussi que je trouve intéressant dans le choix de casting, c'est que Demi Moore, elle est très très jolie. Vraiment, c'est que et justement en fait, j'aime beaucoup comment est-ce que le film ne s'en cache pas et que à travers le film, on te montre que
En fait, tout ça, c'est ce qu'on lui a mis dans la tête. Mhm. C'est vraiment cette pression sociétale. C'est qu'elle elle est qui elle est et elle est très belle. Et justement, en fait, c'est la raison pour laquelle elle ne se voit pas comme ça. C'est à cause des gens autour. Hugo, t'aimerais dire un truc ? Déjà sur Titan, moi je fais partie des gens qui ont dit que ça n'aurait pas la Palme d'Or justement par rapport à Titan, mais pas parce que je trouve que les films sont pareils. Effectivement, je trouve que ça n'a rien à voir, mais d'un point de vue du jury, je me suis dit que en termes d'histoire, ça ferait trop pareil. Un film de genre où il y a du body horror qui est réalisé par une Française, c'était trop similaire dans l'histoire. Alors c'est très superficiel comme manière de penser. Je pense que le jury a pensé comme ça malheureusement, mais voilà. Sur le film en lui-même et sur ce que tu disais, Marine, je trouve ce débat très intéressant. Je l'ai eu avec des gens dès Cannes. En fait, Coralie Farja, j'ai l'impression, est une réalisatrice qui va vraiment beaucoup reprendre le male gaze pour le détourner et le reprendre à son avantage. Son premier film, il s'était fait beaucoup remarquer, c'était Revenge. C'est un Rape and Revenge, donc comme son nom l'indique, un film qui donc commence par un viol au début et ensuite il y a une vengeance qui est liée à ce viol, qu'elle soit par le personnage principal ou qu'elle soit par ses proches, son entourage, etc. Et c'est vrai que ça avait été autant salué que critiqué en fait, parce que c'est un sous-genre, le Rape and Revenge, qui par essence est très masculin et qui a un regard très masculin. Et donc là, il y avait eu cette espèce d'inversion des rapports de force où il y a des scènes où elle pourchasse des hommes qui sont nus. Enfin voilà, il y avait eu cette volonté de reprendre justement les codes masculins pour les mettre à son avantage et dénoncer l'oppression. Ce qui, en fait, est une démarche qu'elle reprend dans The Substance d'une certaine manière, parce que du coup, c'est ce que tu disais, elle affiche un idéal, un idéal qui est très stéréotypé. Et je suis assez d'accord avec ce que tu as dit, dans le sens où, pour moi, sa caméra, en fait, justement, adopte ce regard masculin, mais en fait, va le pousser vraiment à outrance pour vraiment montrer son ridicule. Et vraiment, devant ce film, moi, j'ai été beaucoup plus gêné, justement, par les scènes, ces espèces de scènes de clips, je ne sais pas, d'émissions fitness. Ouais, Pump It Up, voilà. J'ai été beaucoup plus gêné par ça que par les scènes de body horror, quoi. Et c'est vraiment sa manière aussi de filmer, justement, le corps de Margaret Qualley, mais m'a mis tellement mal à l'aise. Et je pense que c'est ça qu'elle recherchait en faisant ça. Mais après, je trouve que c'est une démarche hyper intéressante à questionner, parce que effectivement, j'en parlais avec d'autres journalistes aussi à la sortie de la salle, qui disaient ouais, mais en fait, même si elle reprend du male gaze pour le dénoncer, ça reste du male gaze. Et en fait, des gens qui ont pas envie forcément et ont juste une mentalité de merde et veulent pas voir la critique qui est faite, vont juste eux voir un film qui est filmé avec du male gaze sans se dire ah oui mais c'est pour faire ça. Du coup, selon ces personnes, elles m'ont dit mais en fait le film est quand même problématique pour ça. Et en soi, je trouve que c'est une question hyper intéressante à poser de est-ce qu'on peut faire du féminisme avec du male gaze. Sauf que ce type de personnes en fait s'en foutent de savoir si c'est du male gaze ou du female gaze. Donc je comprends évidemment le débat, mais on fait que de demander des films qui sortent un peu du lot, qui dénoncent, etc. Et quand il y en a, je trouve qu'on est limite encore plus dur pour les tacler que quand les films ne font pas l'effort. C'est vrai. Après, moi, je sais que toi, Marine, t'en as parlé, donc c'est quelque chose qui doit te toucher. Je ne remets pas du tout en cause la légitimité que The Substance est gêné de ce côté. C'est juste que ça m'interroge. Donc ça m'interrogeait aussi pour Titan et ça m'interrogera pour d'autres films ou des films que je n'ai pas encore vus. C'est pas pour autant que je n'ai pas aimé le film, et c'est pas pour autant que je dis que ce film est un mauvais film ou qu'il ne devrait pas exister ou qu'il n'est pas légitime en tant que film militant. C'est juste que y a quelque chose dans le film qui m'a gênée, qui m'a perturbée, qui m'a déplu, et je me suis sentie entre guillemets un peu agressée par la caméra, presque comme j'ai l'impression que la caméra agresse les corps dans le film, surtout la caméra lors des clips d'aérobic. Ça c'est le premier épisode, mais dans un épisode hors série, t'avais parlé de The Substance et je vais reprendre ce que t'avais dit parce que je trouvais ça génial, Marine. C'est sur comment aussi elle filme les hommes, la caméra, et il y a une séquence, t'en avais parlé et moi j'ai été dégoûtée au plus haut point. Je suis allée avec un de mes meilleurs potes, il pourra en témoigner. C'est celle où le réalisateur, c'est pas du spoil parce que c'est au début du film, le producteur de l'émission mange des crevettes. Oui, la scène des crevettes. Et d'un côté, la caméra sexualise le corps de Margaret Qualley, donc je trouve pour dénoncer, mais voilà. Et elle rend dégoûtant les hommes. Surtout ce personnage de producteur qui est ignoble. Et il est presque plus horrible et dégoûtant que l'horreur représentée dans le film. C'est quand même assez fort, je trouve. Oui, sur ça, ouais, il y a vraiment cet effet de caméra, c'est pas du fisheye, mais c'est limite, quoi, vraiment. Son visage est très déformé, il est filmé très près, et c'est un film qui est
très organique d'un point de vue visuel, qui va être très lié au corps, mais ce qui est bluffant, et je l'ai revu il y a quelques jours en avant-première, et le son était particulièrement fort, et du coup j'ai vraiment fait ah oui, mais en fait le travail sur le son est dingue. Il y a un sound design mais énorme où justement sur cette scène il va y avoir tous les petits détails de quand il déchiquette une crevette, quand il la mange, enfin il y a tous les petits détails de son, et en fait ce mec là, comme tu l'as dit, est absolument répugnant, et je trouve qu'en termes de symboles d'oppression, de symboles patriarcal, enfin bref, ça fonctionne énormément parce que le gars est juste détestable et dégueulasse, quoi. C'est super intéressant ce que tu dis parce que du coup, moi justement c'était des trucs que j'avais mis, dont je voulais parler dans le film. C'est que déjà moi, dans ma cinéphilie, moi l'horreur c'est un truc avec lequel j'ai pas forcément grandi, le body horror non plus, parce que moi mes parents l'horreur c'était non, ils détestent ça, tous mes proches ils aiment pas du tout ça, et en fait moi le truc c'est que j'ai jamais eu peur ou été dégoûté devant un film. Donc c'est à dire que moi les films d'horreur ça me fait rarement des trucs. Donc vraiment je vais dans ce film avec un œil très très vierge, et moi j'ai adoré. Moi, j'ai trouvé que la mise en scène était époustouflante. Ouais, il y a une vraie fascination pour le corps, mais il y a aussi une vraie fascination pour le regard. Justement, tous les hommes sont filmés avec une courte focale, qu'ils soient de près ou de loin, ce qui du coup leur donne ce côté grandeur nature. Vraiment, en fait, on ressent tout le temps leur présence. Même pareil, pendant l'émission Pump It Up, à moins que je me trompe, mais c'est que des hommes dans l'équipe technique. C'est que des hommes. C'est que des hommes qui vont filmer des corps, de la sueur, des cheveux, des seins, des fesses. Et en fait, je sens que Coralie Farja, elle a tout pensé. C'est que tout est minutieusement bien choisi. Et moi, je suis très content que tu aies parlé de la mise en scène sonore, parce que pour moi, c'est la plus grande force de ce film. Le film est super bien rythmé. Le film est super bien mixé et super bien monté. Il y a des choix de comment est-ce que certaines voix vont avoir certaines réverbes, comment est-ce que certains dialogues vont avoir leur propre rythme, des fois qui vont paraître surnaturels. Je trouve que Dennis Quaid, qui joue Harvey, le producteur, déjà, il faut avoir une autodérision énorme pour accepter ce genre de rôle, mais il le joue à merveille, parce qu'en fait, t'as juste envie de le gifler du début à la fin, et tout ça aide sur le fait que je trouve qu'il a été mixé avec une sorte de réverb et de compression qui en fait rend sa voix beaucoup plus grave qu'elle ne devrait l'être, rien qu'au début où vraiment il est en train de pisser, et sa voix elle porte tellement que tu te dis mais ce mec est affreux, vraiment c'est le pire être humain sur Terre. Mais si je devais trouver un petit défaut au film, moi je suis pas très fan de sa fin. Je trouve que la fin prend une longueur que je ne trouvais pas forcément méritée. Je vois ce que le film veut faire. Je trouve juste que le film, pour moi, aurait été plus marquant si c'était arrêté 15 minutes plus tôt. Vraiment, pour moi, le film, il est vraiment voilà, je trouve que voilà, le film, il a un peu de longueur, mais à part ça, le film est excellent. En toute honnêteté, le film est excellent, et je vois que j'ai fait pas mal réagir Hugo et Mao. Alors, je vais marcher sur des œufs parce que la fin, elle est hyper intéressante, donc il faut absolument pas en parler. Mais je la couperai en 3 parties. Le film le fait déjà un peu. Je suis très fan de la première partie et de la dernière. J'adore le Too Much, mais j'avais du mal avec la deuxième sur les 3 fins, parce que je la trouve beaucoup trop longue. Je pense qu'elle est très bien, mais elle aurait pu s'arrêter au milieu. Mais par contre, le tout dernier axe du film, qui reprend un axe qui a déjà été fait dans le film, donc qui répond à quelque chose, je le trouve absolument fabuleux. Et s'il y a quelques années, je crois que c'était 2021, ma fin préférée était de l'année, c'était dans Plus que jamais, je ne sais plus la réalisatrice, d'un film de Gaspard Ulliel. Là, ma fin préférée de cette année, c'est vraiment The Substance, parce que cette idée de plan est incroyable. Je comprends pour le dernier plan, c'est juste que en fait les petits trucs qu'il y avait avant, personnellement c'était pas pour moi, mais Hugo, j'ai l'impression que toi c'est l'inverse. En fait, ça a été les 40 dernières minutes de ce film, ça a été les 40 minutes peut-être que j'ai le plus apprécié dans une séance de cinéma de toute ma vie. C'était incompréhensible de se manger ça au Festival de Cannes. On en parlait justement de cet aspect légitime et tout, et c'est vrai que ce genre de film, normalement, ça n'a rien à faire en compétition. On voit pas ça en compétition, à la limite en séance de minuit éventuellement. Mais là, c'était tellement inattendu, et j'ai vécu un truc exceptionnel. C'est-à-dire que quand vous êtes accrédité presse à Cannes, il y a des séances qui sont exprès réservées. Vous ne pouvez y accéder qu'avec un badge presse. Et donc, c'est des séances qui sont un peu, entre guillemets, je vais pas dire chiantes, mais c'est très pro, quoi. Les gens réagissent pas trop. Donc d'habitude, c'est applaudi un petit peu au début quand t'as le générique de Cannes, un petit peu à la fin si les gens ont aimé, mais entre, il se passe rien. Et là, pendant 40 minutes,
toute la salle était en feu, tout le monde était en train de rigoler, de hurler, de lâcher des trucs à voix haute comme ça, enfin tout ce qui passait par la tête, les gens le criaient et c'était une expérience de cinéma absolument exceptionnelle. Moi, j'adore, et ça faisait très longtemps que j'avais pas vu un film comme ça, un film qui est tellement généreux dans ses propositions que ça en devient du grotesque, en fait. Enfin, c'est limite burlesque, en fait, ce qui se passe dans ce film. Enfin, totalement. Et c'est ça qui est dingue. Et Coralie Farjal disait en conférence de presse qu'elle avait pas du tout peur de ça dans son cinéma de genre, elle. Et je trouve ça formidable, parce que ça crée un truc où on sort justement de cette vision qu'on peut avoir parfois au Festival de Cannes, un petit peu élitiste de « Regardez, je suis un auteur », enfin généralement c'est des hommes en compétition, « Je suis un auteur et je vais vous inonder de mon art parce que je suis quand même un réalisateur formidable. » Je suis artiste. Non, grave ça. Et du coup, ça fait un petit peu... le public est un peu pris de haut, je trouve, au Festival de Cannes, même dans les films et tout, il y a un truc comme ça. Et en fait, un film comme The Substance, c'est un film qui vraiment remet le public au centre. Et je trouve même que Coralie Farjal a pensé comme ça. Moi, il y a un truc qui m'a beaucoup marqué quand je l'ai revu, c'est une scène un petit peu violente contre un miroir, je vais le dire comme ça, où en fait, il y a vraiment un temps avant que ça se passe. Et pour moi, c'est vraiment le temps pour que, et c'est exactement ce qui s'est passé dans la salle, pour que tous les spectateurs fassent « Non, elle va pas faire ça, non, 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 non ». Et je pense que c'est vraiment un film qui inclut en fait le spectateur dans sa mise en scène. Et pour moi, c'est trop rare en vrai aujourd'hui. Il y a trop de films, enfin pas assez justement, qui pensent à ça et qui pensent le cinéma comme une expérience collective. Et pour moi, The Substance fait ça et c'est pour ça que je l'ai trouvé aussi intéressant. Justement, tu parlais un peu des avis un peu péteux, tout ça, de Cannes. Et justement, il y a un débat qu'on a beaucoup entendu. C'était qui aurait dû mériter la Palme d'Or. The Substance a beaucoup été évoqué dans ce débat-là, qui a perdu face à Anora, qui est le film dont on va parler tout de suite. The Palme d'Or goes to Anora. What the fuck? Ivan's father want this marriage annulled. We are not getting a divorce, motherfucker! Нихуя себе. Why are you afraid of this little girl? She's a fucking little girl. She beat you both up? No. She's not fighting like one. Anora est un film de Sean Baker avec au casting Mickey Madison, Mark Edelstein et Karen Karagulian. Ce film raconte l'histoire d'Anora qui préfère s'appeler Annie, qui est une travailleuse du sexe qui va faire la rencontre d'Ivan, un jeune fils de riche russe avec qui elle va développer une relation qui s'annonce ne pas très bien finir. Si vous me le permettez, j'aimerais bien commencer parce que du coup, en allant voir Anora, moi j'avais peur. J'avais peur parce que j'aime énormément le cinéma de Sean Baker. J'aime énormément ce qu'il fait. Ces deux derniers films avant Anora, c'est The Florida Project et Red Rocket, qui sont des œuvres que je pense qu'on peut qualifier d'intimistes d'une certaine façon. C'est vraiment... En tout cas, les enjeux sont faibles, mais les émotions sont très très fortes, et c'est ça, moi, qui m'a vraiment touché avec ces films-là. Alors, quand on m'a expliqué le pitch du film, j'ai un peu eu peur. Sean Baker sortait de sa zone de confort et tentait quelque chose de grand public, j'avais l'impression. Cela dit, les 15 premières minutes du film m'ont rassuré. Pour commencer, ce film, selon moi, se déroule en deux temps. Ce que moi, j'ai décidé d'appeler le calme avant la tempête. Et la première moitié du film peut paraître un peu anecdotique, mais en réalité, ça nous prépare pour ce qui s'apprête en fait à venir. Je vais pas spoiler, mais en tout cas, vraiment, ça fait un vrai build-up selon moi. Déjà, la vibe de la première partie est juste géniale. J'ai trouvé ça exceptionnel et mise en contraste à la deuxième partie qui m'a rappelé des films de Scorsese, des frères Safdie, tout ça. Moi, j'étais que client, que friand, j'ai adoré ça. J'ai vu pas mal de gens qui disaient qu'ils étaient assez déçus que Annie, on la voit très peu dans la deuxième partie, qu'on a l'impression qu'elle est mise de côté. Mais justement, c'est ça le but. On voit réellement cette oligarchie, cet argent qui a rendu ces personnages sans cœur, ces personnages cruels, qui en fait nous montrent que dans leur monde, Annie n'est rien. Annie ne représente rien du tout. Et ça m'a profondément touché. Je me suis vraiment identifié au personnage d'Annie. Vraiment, j'ai un point vraiment auquel je m'attendais pas du tout. Moi, je suis très content parce que dans tous les films de Sean Baker, il y a vraiment ce côté... il montre toujours du sexe. Il y a toujours ça dans ses films. Et Anora l'a fait la façon, je trouve, la plus banale. En fait, au bout d'un moment, ça devient banal. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Cette fin... Mon Dieu, Sean Baker est tellement fort pour ses fins. Je sais pas si c'est ma fin préférée, parce que la fin de The Florida Project m'a mis en larmes, mais la fin d'Anora est très très proche. Pour conclure, j'aimerais dire un avis qui peut peut-être faire un peu polémique, mais pour l'instant, Anora est mon coup de cœur de l'année. Vraiment,
Il a coché toutes les cases pour moi. Et je suis très heureux de voir qu'il y a de belles réactions. Et surtout une très belle réaction de la part de Marine. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Absolument, parce que moi aussi, Anora, c'est l'un de mes gros coups de cœur de 2024. Yes. Quand je suis sortie de la séance, je l'ai vu en avant-première à Cannes aussi avec l'équipe. Je suis sortie de la séance, j'ai dit du coup à la personne qui m'accompagnait, c'est ma palme d'or. À moi, je lui donne la palme d'or de mon cœur. C'est un film presque parfait, quoi. Et j'ai l'impression que c'est un peu l'aboutissement du cinéma de Sean Baker. Il y met vraiment tout ce qu'il a, j'ai l'impression, tout ce qu'il aime et toute sa technique. Donc ouais, je suis très content que tu aies eu un coup de cœur aussi sur ce film parce que j'ai discuté avec pas mal de gens par la suite qui m'ont dit que ce n'était pas le cas de leur côté, qu'ils n'avaient pas forcément apprécié Anora et que pour eux, ils ne méritaient pas forcément la Palme d'Or, alors que moi, je trouve que c'est amplement mérité. Et j'étais très heureuse quand ils ont annoncé le résultat. Oui, donc pour rebondir sur ce que tu dis, je trouve que c'est admirablement filmé. Il utilise sa caméra d'une manière pas du tout sexualisante, pas du tout objectifiante. Notamment, il y a un travelling au tout début du film qui montre du coup des corps de travailleuses du sexe en train de danser. Et la caméra reste toujours très statique lorsqu'elle filme les corps. Elle se concentre sur le corps entier et pas juste sur certaines parties qui pourraient être sexualisantes pour ces personnes-là. Et je trouve que ces scènes sont extrêmement bien filmées. Et oui, c'est ce qui m'a beaucoup touchée aussi dans le film. Pour faire une petite digression, j'ai l'impression que Sean Baker, pour moi, il me fait penser à Banksy un petit peu dans le cinéma américain. C'est un peu étrange dit comme ça, mais pour moi, ces deux artistes se ressemblent beaucoup dans leur manière dont ils ont de représenter ces classes populaires sans forcément s'apitoyer dessus, sans forcément faire en sorte que le spectateur ou la spectatrice s'apitoie sur leur sort et qu'ils les montrent courageux, qu'ils les montrent forts, qu'ils montrent qu'ils se battent, mais que justement, c'est pas eux le problème, mais c'est cette société qui les écrase, comme tu disais, ils les considèrent comme rien, comme des cailloux, quoi, et ils peuvent les jeter comme ils veulent, et c'est pour ça que Anora disparaît dans la deuxième partie du film. Ça montre vraiment que, au final, c'est pas son monde à elle, c'est le monde des gens riches, c'est le monde des oligarques, c'est le monde des hommes. C'est profondément triste, mais pourtant c'est montré recouvert de paillettes. Enfin, c'est vraiment regarder la pauvreté et regarder Disneyland, Disney World dans Florida Project, et à côté ce petit motel, c'est vraiment terrible. Il y a quelque chose qui me révolte un petit peu, c'est tous ces gens qui comparent Anora comme un conte de fées. Notamment, il y a une affiche d'Anora où il y a écrit une sorte de citation dessus avec écrit l'un des plus un conte de fées ou une histoire de Cendrillon et tout ça. Et bah, c'est pas du tout le cas en fait. C'est pas du tout un conte de fées. Il y a aucune preuve d'amour dans cette histoire. Donc, je suis un peu révoltée contre ça. Ouais, moi je suis d'accord. C'est vrai que Sean Baker, il utilise sa caméra pour montrer les travailleuses du sexe comme si c'était un taf de boulot classique. Ouais. Vraiment, il l'utilise comme ça et je trouve ça génial. Déjà, en plus, avec ce qui se passe en ce moment, surtout avec la Russie, le film aurait pu donner un message qui aurait pu en fait être mal interprété vu tout ce qui se passe sociopolitiquement en ce moment, et pas du tout. Et là, je vois que Mao, elle a très envie de dire quelque chose. Alors, je vais faire 2 micro-digressions avant. T'as parlé des affiches. Moi, je n'en peux plus. Des affiches dans le métro. Benoît Poelvoorde au sommet de son art. Steven Spielberg au sommet de son art. Ils sont tous au sommet de son art. En fait, moi, je vais faire une reconversion. Je veux faire des commentaires sur les affiches parce que là c'est plus possible. Et ensuite on parle de top de l'année. Franchement, si on fait un épisode top et flop, il va être majestueux parce que moi mon top de l'année c'est Le Successeur. Ça n'a pas changé depuis mars. Pour revenir à Anora, j'ai bien aimé quand t'en parlais, Almar, parce que tu m'as fait un peu reconsidérer certains points du film. Il y a 2 choses qui m'intéressent beaucoup. C'est le traitement du travail du sexe, on en a un peu abordé, et le personnage d'Igor, qui, à mes yeux, est le meilleur personnage de l'année. Anora n'est pas dans mon top de l'année, mais alors Igor, limite, j'aimerais qu'il fasse un spin-off juste sur Igor. Je suis pas fan de base des spin-offs, des suites. Mais alors celui-là, j'irai le voir direct. Mais pour revenir sur le travail du sexe, je suis intéressée par ça depuis quelques années. En fait, quand on entend la parole des concernés, au cinéma, dans les jeux vidéo, dans la culture, c'est jamais représenté de façon objective. Après, il n'y a pas une seule manière de faire du travail du sexe et je ne suis même pas directement concernée, donc je n'ai pas de légitimité pour en parler. Mais ça m'a fait plaisir de voir un traitement différent, de voir une différence déjà faite entre la danse et la prostitution, parce que ce n'est pas la même chose. J'ai une amie qui est danseuse, qui ne se prostitue pas, c'est pas forcément lié, il y a vraiment une séparation. Je trouve qu'Anora est vraiment filmée avec respect. Et surtout, c'est une femme qui a du pouvoir
En fait, c'est pas une victime, ce serait légitime que ça le soit, parce qu'il y a beaucoup de travailleuses du sexe, beaucoup de danseuses qui sont victimes de ce système. Moi, par exemple, une dernière fois, j'ai parlé d'un jeu vidéo dans un épisode hors série qui s'appelle Kumo no Hana. On parle d'une travailleuse du sexe en personnage secondaire qui s'est fait agresser, mais qui ensuite a repris cette expérience pour reprendre le pouvoir sur ça. Et qu'est-ce que ça me fait plaisir de voir des femmes fortes travailleuses du sexe. Et pour revenir à Igor, il est fabuleux. Je trouve que déjà le tempo comique de ce film est très bon. Je me rappelle pas de tout, la fin m'a beaucoup marqué et surtout il y a une scène de baston avec des coups de pied qui est fabuleuse et Igor, juste le cast de l'acteur est génial parce qu'on le voit, il est terrifiant et en fait j'ai l'impression de voir un enfant qui sait rien faire de son corps, de son crâne chauve, de son air méchant. Il ressemble beaucoup à l'acteur de Split, je trouve. James McAvoy. Oui. Tu remettras les deux côte à côte. Moi, j'ai cru que c'était lui. D'accord. Et franchement, je vais faire un t-shirt Believe in Igor Kassi, je ne sais pas. Mais voilà, je dis des conneries, mais j'adore Igor. Et sa progression en tant que personnage durant le film est incroyable, sans pour autant que ce soit très expressif au niveau des dialogues, voire même au niveau de l'expression faciale. C'est très subtil parce que c'est un personnage très froid, mais pourtant, dans tout ce qui est jeu, expression, la direction d'acteur est incroyable. On voit qu'il se passe quelque chose sans pour autant que ce soit affiché sous notre nez. Et le film est extrêmement subtil et ça, c'est trop bien. Ouais, non, justement, et même, j'ai oublié le nom du collègue d'Igor, mais le fait que lui, il a tout le temps un truc à dire et qu'Igor, il est en retrait, ça crée une dynamique comique qui en fait fait très naturel. Et moi j'avais peur que justement, vu que son collègue il rajoute toujours un truc, il a toujours un truc à dire, que ça fasse redondant. Sauf que la façon dont les acteurs jouent, à chaque fois tu t'en lasses pas, chaque punch elle hit et c'est trop fort. Hugo, moi du coup j'aimerais bien avoir ton avis. Bah du coup déjà je suis content que tu parles de l'aspect comique parce que moi c'est ça qui m'a étonné par-dessus tout, c'est que c'est tellement drôle. Mais Sean Baker est tellement marrant. drôle, Anora. Et je m'attendais pas du tout à rigoler à ce point-là, très honnêtement, même si j'avais très envie de voir le film. Alors, je garde mon propos sur la palme pour une deuxième partie. Moi, ce que je trouve formidable, et je trouve que Joker's film a parfaitement fait ce travail en termes de com. En fait, ils ont sorti 4 films de Sean Baker qui n'étaient jamais sortis en France avant, parce que le premier qui est sorti en France c'était Tangerine, c'était en 2015, et en fait du coup les gens ont pris ça pour son premier long métrage ici parce que c'est le premier qui est sorti, mais avant il en a fait 4 autres que je n'ai pas vu à titre personnel, mais en gros Joker's film a appelé ce cycle Les Oubliés de l'Amérique, et je trouve que Sean Baker, c'est un cinéaste qui justement fait un cinéma sur les oubliés de l'Amérique, en allant justement montrer toutes les personnes qui, je pense, d'une certaine manière, ont cru au rêve américain et qui, en fait, s'y sont confrontés et se sont pris un petit peu un mur et qui, aujourd'hui, sont dans des situations qui sont vraiment pas adéquates par rapport à l'image qu'est le rêve américain, mais il filme toujours ces personnages-là avec beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse dans son regard. Et moi, c'est ça que je trouve très intéressant dans son cinéma, parce que ça apporte vraiment une patte, je trouve. En plus, il fait ça en reprenant tout ce qui est esthétique, un peu Sundance et tout. Et voilà, je trouve que les films Sundance ont cette vocation-là, mais pas de la manière dont le fait Sean Baker. Et voilà, je trouve, moi, c'est ça qui m'a aussi marqué dans Anora, et c'est en ça que je trouve son cinéma extrêmement intéressant. C'est cette manière de représenter, de justement mettre à l'écran des personnages qu'on ne voit pas ailleurs, ou en tout cas pas à ma connaissance. Je vois très rarement des films, je pense à Tangerine, qui met en scène des travailleuses du sexe noires, transgenres, et qui est un film, mais aussi pareil. En fait, pour moi, Tangerine, c'est vraiment l'antichambre d'Anora, en termes de rythme, en termes de comique, etc. Je trouve que c'est... Déjà par sa façon dont ça a été fait, parce que pour ceux qui ne savent pas, Tangerine a été filmé que par iPhone. iPhone 5, ouais. Ouais, vraiment, Sean Baker, il avait pas d'argent pour faire ce film, donc il s'est dit, rien à foutre, je vais le faire quand même. Ouais, et c'est vrai qu'en voyant ça, moi je l'ai vu après Anora, ce que je trouve dommage parce que du coup j'avais Anora en tête, et je trouve que c'est un peu justement les prémices d'Anora, c'est pas un brouillon parce que c'est trop réducteur de dire ça sur Tangerine, mais c'est vrai que c'est un film où il va un peu placer des choses qu'il développera après ensuite dans Anora, mais dans tous les cas, je trouve que ses choix de personnages sont toujours intéressants, et moi je trouve que c'est vraiment ça la grande force de son cinéma. En fait, juste par son choix de personnage, ça devient en fait une œuvre et une filmographie qui devient politique, parce que c'est donner de la place et faire des représentations qu'on n'a pas l'habitude de voir, et c'est pour ça que moi je trouve toujours quelque chose dans les films de Sean Baker, même s'il y en a dont je suis moins fan, genre par exemple Florida Project, je suis désolé, j'aime bien le film mais pas autant que tout le monde, et voilà. Et Anora, du coup, pour revenir sur la Palme d'Or, moi c'est un film que j'ai beaucoup aimé, que j'ai vraiment beaucoup apprécié, et je m'attendais pas en fait à autant apprécier, à autant rire, et puis après le switch à la fin où on quitte totalement le rire et où le film m'a ému mais comme pas possible, et voilà. Après je ne lui aurais pas pour autant donné
cette Palme d'Or. Je laisserai Mao après, parce qu'elle a une très belle citation à dire. Je laisserai dire cette citation, mais c'est pas une Palme d'Or que je trouve dérangeante, dans le sens où c'est un réalisateur qui est quand même assez connu dans le milieu cinéphile, qui a réussi à s'imposer, etc. Mais je sais plus qui disait ça, quelqu'un parlait d'un film, je crois que c'est toi, d'un film grand public. Ouais. Et je trouve que quand on connaît la filmographie de Sean Baker, sur papier, Anora fait très grand public. Et je suis assez d'accord avec ça, et c'est pour ça que le choix de le récompenser, pour le coup, il va dans la démarche de, je pense aussi donner la Palme d'Or à un film qui est accessible. C'est un choix safe. Ouais, c'est ça. Et tu vois, je pense que même, tu vois, Red Rocket qui était sélectionné à Cannes, tu vois, ne va pas faire le même nombre d'entrées que ce qu'Anora va faire, parce que mine de rien, on peut parler de légitimité, on peut parler de peut-être le Festival de Cannes est un petit peu dépassé, mais la Palme d'Or, c'est toujours quelque chose qui va booster les entrées. Même Titan avait fait, je sais plus, au-dessus des 500 000, ça c'est sûr, mais un score que Titan n'aurait jamais atteint si jamais il avait pas eu la Palme d'Or. Et la Palme d'Or, c'est aussi ça qui, voilà, ça justement, c'est un amplificateur en fait, en termes de com, en termes d'entrée. Et c'est pour ça que ça m'est pas tant dérangé, parce que déjà j'ai aimé le film, et puis en plus je trouve que c'est pertinent de lui donner, justement, comme tu l'as dit, quand on sait que il a filmé Tangerine à l'iPhone 15, où il y a iPhone 5, où il y a 4 films de lui qui ne sont jamais arrivés en France avant 2024, alors qu'il fait du cinéma depuis les années 2000. Donc voilà, je trouve que c'est une belle manière d'ouvrir un petit peu les portes de son cinéma à un public plus large que de lui donner la palme. Maintenant, je suis plutôt d'accord avec la vision que défend Mao, et donc sa fameuse citation. Alors, c'est pas moi qui défends cette vision, parce que j'ai pas forcément d'avis dessus, mais par contre, je suis plus d'accord avec la vision de mon pote, parce que du coup, j'ai vu The Substance avec ce pote-là, et j'ai vu Anora avec ce pote dans la même salle. On n'était pas ensemble, mais voilà. Et il a pas aimé Anora, lui, par contre, et il m'a dit, en sortant de The Substance, il y a vraiment des gens qui sont concertés dans une salle et qui se sont dit qu'Anora était un plus grand ajout au cinéma que The Substance. Vous, tout à l'heure, vous parliez de la portée d'Anora. Je pense que nous, quand on a vu Anora, on n'a pas forcément perçu. Il y avait plus l'impression que Anora, c'était un petit film, et que The Substance avait un vrai propos, ce qui est sans doute du mépris vis-à-vis d'Anora. Mais je sais que j'ai vu pas mal la comparaison entre les deux. Donc... c'est pour ça que je me suis permise de citer mon ami. En tout cas, moi, je suis très content de voir que Anora a l'air de plutôt bien marcher en France. Parce que du coup, Red Rocket, le dernier film de Sean Baker, a été un flop monumental en France. Ce qui fait que même moi, j'ai pas pu le voir, alors que pourtant je voulais le voir. Maintenant, il nous reste plus qu'un seul film à parler, qui du coup a été à Cannes. Mais avant ça, nous avons un petit texte pour introduire ce film. Mao, je te laisse nous emporter dans ton univers. Ça y est. On a fait sonner l'apocalypse. Plus qu'à attendre la déferlante en se rangeant les ongles. De toute façon, l'infection qu'on risque sera jamais pire que celle d'avoir creusé notre propre tombe en se marrant. Fini le temps où on s'éclatait à faire de l'aérobic, en tenue kitsch et colorée, parce qu'à 50 ans, ça y est, t'es périmé. Les solutions miracles pour être une meilleure version de toi, ça marche archi pas. Les blaireaux et les idiots possèdent notre argent, nos gouvernements et nos journaux. Ils se bourrent la gueule en parlant russe sur les fesses de femmes à peine majeures. Et même certaines le font par choix. Toutes nos actions servent à enrichir ces pauvres types-là. Le monde va mal, quoi. Et c'est pas prêt de s'arranger. Nos systèmes s'autodétruisent pendant qu'on bombarde des pauvres gens. Ça recouvre les cris et le bois du vent. Sérieux, qu'est-ce que je vais laisser aux enfants que je veux même pas? Des fois, j'ai juste envie qu'on claque tous, balayés par une pluie diluvienne, au lieu de finir la tronche éclatée sur les toiles ensanglantées de nos ridicules succès. En plus, ça a déjà commencé. C'est toujours ceux qui n'ont rien demandé qui se font inonder. Peut-être que si on baisse les bras, les petits chats se retrouveront dans un grand bateau perdu sur les flots, avec des capybaras. Après, tout sera peut-être mieux comme ça. Merci beaucoup pour ce texte, Mao. Aujourd'hui, pour ce 3e film, nous allons parler de Flow. Flo, le chat qui n'avait plus peur de l'eau, dans son titre français, ou Straum, dans son titre original en laiton, nous raconte l'histoire d'un chat et de ses amis animaux qui essayent de survivre alors que l'eau sur Terre a commencé à monter. Je pense que c'est la meilleure façon dont je peux parler du film, parce que c'est pas facile de parler de ce film. J'aimerais te donner la parole à quelqu'un qui pour l'instant n'a pas encore commencé
la discussion d'un film. Hugo. Moi, Flo, c'est un film qui m'échappe en fait depuis le Festival de Cannes. C'est un film que j'ai pas vu à Cannes parce que c'est très compliqué de faire toutes les sélections à Cannes, c'est impossible. Et c'est un film qui m'avait attiré dès l'annonce de la sélection et que j'ai essayé à chaque fois de mettre dans mon programme et ça passait jamais. Ensuite, je suis rentré à Paris. Il y a eu les reprises de la sélection Un certain regard. Et encore une fois, c'était toujours, ça tombait mal, je ne pouvais pas aller voir les séances. Ensuite, il y avait des avant-premières auxquelles je ne pouvais pas assister. C'est un film qui m'échappait. Donc là, il est sorti, j'ai enfin pris le temps d'aller le voir. Et c'est remarquable, en fait, Flo. C'est quelque chose dans le cinéma d'animation qu'on ne voit pas souvent. En fait, je pense que Marine en parlera mieux que moi, mais c'est vraiment aussi, je suis d'accord avec toi sur l'aspect un peu jeu vidéo. Limite, moi, sur certains moments, ça m'a fait penser à de la prise de vue réelle, dans la manière dont c'était filmé, dans les mouvements de caméra, ce qui c'est quand même rare pour les films d'animation, je trouve. Et moi, les seuls que j'ai vus où c'était ça, je pense à Perfect Blue, c'est plus par manque de budget que par réel choix artistique. Là, on sent que c'est vraiment un choix artistique. Moi, maintenant, ce que j'ai beaucoup aimé et ce qui, je trouve, fait l'intérêt du film, c'est qu'il s'ancre dans une démarche, c'est tout bête, hein, mais qui pour moi est très animaliste. C'est un film, d'habitude, quand on voit des animaux, dans n'importe quel film d'animation, bref, on peut citer plein de trucs, les Disney, mais même des films plus indépendants, c'est des animaux qui vont avoir des caractéristiques anthropomorphes, donc qui sont propres à l'homme. En général, surtout, ça va être la parole. Ça va être des animaux qui vont parler comme les humains et qui vont se faire comprendre là-dessus. Et il y a de l'écriture de dialogue. Et voilà. Flo, c'est un film qui, j'ai pas envie de dire prend le pari, mais qui fait le choix de ne pas du tout mettre de dialogue et qui, comme seul moyen d'expression, en tout cas vocale, se contente de garder les bruits des animaux, le bruit des différents animaux. Et je trouve que c'est un film qui fonctionne très bien grâce à ça et qui est d'autant plus intéressant que du coup on n'a pas forcément l'habitude et c'est une représentation différente. Et je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de films, même si j'ai l'impression que ces dernières années ça commence à quand même beaucoup plus affluer et je trouve ça très bien qu'on le fasse, qui place quand même les animaux au centre de ce truc-là parce que c'est placé au centre du récit, mais il y a vraiment de la considération. Et il y a vraiment, je trouve, cet effort, après je connais pas tous les animaux qu'il y a dans le film, mais je trouve qu'il y a vraiment cet effort aussi du comportement, vraiment venir étudier le comportement pour faire des représentations qui, après moi je dis, j'ai un chat et pour le coup sur les représentations du chat je trouve que c'est hyper réaliste et c'est pour ça que je me suis fait la remarque et je me suis dit que ça devait être pareil sur les autres animaux. Après je ne possède pas de capybara pour vérifier, dommage. Mais voilà et donc j'en ai 15. Ah waouh. Et c'est une démarche en fait pour moi qui rentre dans les démarches qui sont tellement singulières qu'elles se passent au-delà en fait du fait d'être précieuses et qu'elles sont même essentielles, je trouve. Et pour moi, Flo, c'était vraiment ça. Et même en termes d'émotion, vous avez beau écrire tous les plus beaux dialogues du monde, tout ce que vous voulez, rien ne m'a plus déchiré le cœur que de voir ce petit chat qui était apeuré, qui était triste et où en fait toutes ces émotions-là se lisaient dans son corps, dans ses expressions qui sont pour le coup aussi très travaillées et aussi dans ses miaulements, dans les bruits qu'il fait. Moi c'est des choses où je me suis fait la remarque mais tellement de fois en fait si ça avait été des dialogues ça m'aurait tellement moins touché et ça a été une séance qui a été extrêmement compliquée parce que émotionnellement le film tapait tellement fort et je trouve que c'est utile d'un point de vue de la représentation, d'un point de vue animaliste, et qu'en plus ça sert le récit. Donc moi je vous demande plus de films comme Flo. Mao, toi c'est quoi ton avis ? Mon avis sur le film, déjà pour revenir 2 secondes à mon texte, je me suis inspirée donc des 3 films dont on a parlé, et je l'ai conclu sur Flo parce que j'ai quand même une vision assez pessimiste du monde, c'est l'apocalypse, on va tous claquer, Donald Trump est président, bref. Je me suis posé la question, est-ce que c'est une utopie ou une dystopie ? Parce que ce qu'on n'a pas dit c'est que, si je crois qu'on l'a dit, je ne sais plus, mais il n'y a plus d'êtres humains sur Terre, c'est pour ça qu'il n'y a pas de dialogue, et... c'est peace, Flo. Ok, il y a des grosses vagues, il y a de la pluie, il tombe dans l'eau, mais c'est peut-être limite plus qu'on souhaiterait aux animaux, en fait. Il y a aussi quelque chose, moi j'ai eu peur quand j'ai vu Flo, quand j'ai vu un capybara, justement. Parce que les capybaras, c'est hyper en vogue sur les réseaux sociaux. Il y a une chanson que je ne vais pas la chanter, parce que sinon je vais plomber le podcast. Mais quand je l'ai vu, je me suis dit, il y a un monde où, sans faire de jeu de mots, parce qu'ils sont sur un bateau, il y a de l'eau, mais ils surfent sur cette vague-là. Et pas du tout. Juste, je trouve que la caractérisation de ce capybara est formidable. Moi, c'est mon personnage préféré du film. C'est bizarre de parler de personnage quand on parle d'un capybara. Oui, le film m'a énormément touchée. Je suis vraiment d'accord avec la vision de jeu vidéo. Il sera dans mon top de l'année. Je sais pas s'il sera Miséricorde ou lui. Ça n'a aucun sens. Mais je l'ai trouvé formidable.
ce film. Mais en fait, j'arriverai pas à en parler parce que c'est tellement quelque chose d'émotionnel, Flow, que poser des mots dessus, c'est compliqué. C'est comme si tu voulais poser des mots sur un nuage ou sur une odeur que tu avais quand tu étais petit. Moi, par exemple, c'est l'odeur de la tarte tatin. Je vais pas réussir à te parler de la tarte tatin de mon père, tu vois. Mais Flow, ouais, c'est comme un souvenir d'enfance alors que j'ai 20 ans. C'est vrai que Flow, c'est une vibe, en fait, le film. En fait, moi, j'ai pas grand-chose à dire sur le film. Juste, c'est une vibe. Je savais pas qu'il y avait une mode des capybaras. Moi non plus. Je l'apprends. Mais ouais, en fait, moi, ce que je dirais, c'est toutes les personnes qui veulent aller voir ce film, laissez-vous juste emporter. Passez un bon moment. Le film, vraiment, en fait, il se laisse kiffer pour vous faire kiffer. Et je pense que personnellement, c'est la meilleure façon dont je peux donner mon avis sur ce film. Marine, toi, qu'est-ce que tu en as pensé ? Moi, je l'ai vu en début d'après-midi, en pleine digestion. Il faisait très chaud dehors, c'était à Cannes aussi, en avant-première, je crois. La salle, c'est la salle de Bussy, elle est extrêmement confortable. Incroyable. J'ai passé un moment incroyable, très agréable. J'ai rarement passé un moment aussi agréable dans une salle de cinéma. Et le fait que le film soit sans dialogue m'a aidé à me laisser transporter par le film. Vraiment, c'était un voyage presque sensoriel et visuel également, et auditif aussi, avec la musique qui vraiment m'emportait. Donc j'ai passé vraiment un moment incroyable devant une animation qui m'en a mis plein les yeux. Le fait que ce soit inspiré de jeux vidéo, que l'herbe qui bouge bizarrement, vraiment ça m'a intriguée, et je pense que il y avait trop de choses intrigantes pour que je puisse être distraite pendant le film, parce que c'est quand même assez simple d'être distraite devant un film sans dialogue, mais là pour le coup j'ai été conduite du début à la fin, j'ai pas décroché une seule seconde pendant le film, et c'est d'une émotion incroyable. Donc pareil, gros coup de cœur, je pense que vous avez remarqué. Et c'est un film qui m'a également fait beaucoup de bien, parce que c'est un film apocalyptique qui se passe pendant l'apocalypse et pas après. Et contrairement à plein d'autres films apocalyptiques qu'on peut voir, comme Le Labyrinthe par exemple, ça montre pas un monde ravagé, ça montre pas un monde complètement détruit où la vie n'est plus possible, c'est pas un monde dystopique. Du coup, ça apporte de l'espoir, parce qu'on se dit « Ah, la nature reprend ses droits, mais le monde continue, la vie continue, les animaux continuent de vivre, il y a une vie après l'humanité. » Pour moi, il y a encore des humains dans ce monde-là. Il y a juste plus l'humanité. Et juste, on les voit pas, mais c'est la nature qui a repris ses droits. Et bah voilà quoi, adaptez-vous les gars. Donc voilà, ça m'a redonné beaucoup d'espoir, et ça fait du bien d'avoir un film apocalyptique optimiste et pas pessimiste. Ok, juste un truc très rapide, c'est pas du tout affilier l'animation au cinéma que pour enfants, mais emmenez vos enfants voir Flow. Si moi j'ai conseillé à mon père d'aller voir The Substance, faut vraiment emmener vos petits frères, vos petites sœurs, vos cousins voir ce film, parce que à propos d'animation et de films pour enfants, moi j'en ai marre des films d'animation idiots. Excusez-moi du terme, mais vraiment où il n'y a pas de message, il n'y a pas forcément de soin sur l'animation, c'est juste pour ramener des gens et ça marche. Alors franchement, un film comme Flow, ça apportera de la discussion en fait avec vos enfants, et faites-le. Et dans le film de Prise de vue réelle, c'est pareil avec la petite bande, mais amenez vos enfants voir ce genre de film. Même tous les autres membres de votre famille, oui. Si vous pouvez. Et c'est pas un truc que je comptais dire, mais vu que tu as dit ça, je rebondis dessus. Et moi, c'est une remarque que je me suis beaucoup faite en sortant de Flow, où en fait, je me suis vraiment dit, mais ce film-là, il peut être le déclencheur de cinéphilie. Je pense qu'il y a beaucoup de films que nous, on a vus enfants, en se disant ah ouais, ça c'est trop bien, enfin des films qui nous ont vraiment marqué, nous ont vraiment changé notre vision un petit peu de voir les films, et donné envie de plus nous intéresser aux films. Et je pense vraiment qu'un enfant peut aller voir ce film, et vraiment dans quelques années, enfin j'entends 10 ans, peut vraiment dire ah mais en vrai, moi quand j'ai été petit, mes parents m'emmenaient voir Flow et ça a tout changé. Enfin je pense vraiment que ça peut être un film qui a cette capacité là. Sur l'écologie, moi il y a un truc qui m'énerve énormément et que j'ai aussi vu sur Flow, c'est qu'à chaque fois qu'un film a un propos écologique, et qui plus est là et de l'animation, on fait une fable à la Miyazaki. Alors pas trop vu le rapport entre Flow et Miyazaki, c'est des trucs que j'ai lus pour le coup, bon ok, et moi j'aime bien, je sais que c'est pas parce que j'ai eu beaucoup de débats aussi là-dessus, mais je sais que j'aime bien les films qui en fait vont présenter quelque chose, comment dire, pour moi ça reste quand même un idéal, même si à mon sens, pour moi je pense qu'il n'y a plus d'êtres humains sur cette planète, mais justement c'est pas plus mal. Et je sais que j'avais une discussion pour parler de Miyazaki sur Princesse Mononoke, où il y a effectivement cette vision en fait, notamment dans La Forge, c'est une femme qui dirige tout entre guillemets, il y a des visions de femmes fortes, et moi ce qu'on m'avait dit c'était que moi je trouve
pas le film tant féministe que ça, parce qu'en fait, concrètement, c'est un monde où c'est acquis. Et on montre pas la manière d'y accéder. Et moi, j'aime bien, en fait, ce genre de film où là, d'un point de vue écologique, où les problèmes qui sont liés à l'humanité juste ont disparu. Juste, la planète, on voit, qui a réussi à passer outre et en fait, se porte mieux. Et c'est peut-être un truc un peu égoïste, je pense, en tant qu'être humain et dans notre condition. Mais ce truc de se dire, OK, le mal qu'on fait, en vrai, peut être surpassé, peut s'améliorer. C'est aussi une volonté, comme vous l'avez dit, d'espoir. C'est peut-être un truc un petit peu égoïste, mais je suis d'accord avec vous, ça fait du bien. Et j'adore voir ce genre de film, justement, parce que quand on est justement dans des luttes, qu'elles soient contre les discriminations, pour l'écologie, enfin toute forme de lutte, il nous faut comme ça des exemples concrets où ça réussit, où on arrive justement à l'objectif visé. Bon, après, si ça doit passer par l'extinction de l'humanité, soit, que ça le fasse. Et voilà, je trouve que ça fait quand même du bien d'avoir des films qui ne se privent pas, justement, pour montrer des représentations des mondes où l'objectif de lutte est atteint. Avant qu'on passe à notre petite rubrique culture générale, nous avons une petite rubrique qu'on a inconsciemment appelée les Helios News, des informations sur l'actualité du monde de l'audiovisuel et le monde de l'art en général, présenté par rien d'autre que Helios. Déjà, Helios, comment ça va ? Eh bien, ça va super. Donc moi, c'est Helios. Normalement, je suis pas derrière le micro, mais dans un coin en train de prendre des photos de nos super chroniqueurs et chroniqueuses. Mais aujourd'hui, je voulais vous parler des mobilisations qui ont eu lieu littéralement ce matin et qui vous concernent si vous êtes intermittent ou intermittente du spectacle, ou que vous voulez le devenir. Et puis si vous aimez l'art, vous aimez forcément les intermittents et intermittentes du spectacle, donc ça vous concerne aussi. En ce moment, donc, il y a une réforme sur l'assurance chômage qui est en train d'être négociée. Et hier, les organisations patronales ont proposé une super nouvelle idée. Ils voulaient passer le nombre minimum d'heures à 610 heures pour que les intermittents soient indemnisés. Donc pour info, on était à 510 heures avant. Et ça aurait considérablement précarisé les intermittents et intermittentes. Mais heureusement, donc flash info, il y a quelques minutes, grâce aux mobilisations, donc le MEDEF, qui est donc l'organisation patronale, a décidé de retirer sa proposition. Mais tout ça, ça montre quand même la façon dont ils considèrent les métiers de la culture, et puis surtout qu'ils vont continuer à mettre la culture sous pression. On a déjà vu des mobilisations à Cannes cette année, avec le collectif Sous les écrans La Dèche, qui défend les travailleurs et travailleuses précaires des festivals de cinéma contre cette réforme. Et cette réforme, elle va faire beaucoup de mal si on ne lutte pas contre. Donc quand vous allez voir des films, n'oubliez pas qu'il y a des gens derrière, dans des situations souvent précaires. Et surtout qu'il n'y a pas de cinéma sans lutte des classes. Merci beaucoup, Helios. Alors, pour cette petite rubrique culturelle, Marine, qu'est-ce que tu as envie de nous présenter aujourd'hui ? Donc moi, je voudrais vous présenter un documentaire signé Arte qui parle des élections américaines qui se sont déroulées le 5 novembre 2024, malheureusement où Trump a été élu vainqueur. Et donc, c'est une série Arte de 4 épisodes qui suit des Américains et Américaines, des électeurs, des électrices, et qui les suit dans leur vie quotidienne, donc du printemps 2024 jusqu'au jour des élections. Et on plonge vraiment dans leur vie et on apprend leur motivation de pourquoi ils votent telle personne, pourquoi ils sont engagés dans tel parti, qu'est-ce qu'ils soutiennent comme idéaux. Et vraiment, on a tout type de personnes. On a une étudiante dans le Cochise, on a le maire d'une petite ville en Pennsylvanie qui est totalement déserté de ses habitants, qui est complètement pollué, qui n'a plus aucun budget, où les maisons tombent en ruine. On a une candidate au Sénat républicain de Californie qui s'appelle Rhonda Kennedy. Je l'ai trouvée insupportable. J'espère que vous aurez le même ressenti que moi. Mais elle est vraiment... c'est complètement fou de découvrir ces mentalités. Mais j'ai trouvé ça extrêmement intéressant et ça m'a vraiment aidé à comprendre pourquoi ces gens-là pensent ainsi. Et ça met vraiment en lumière ces problèmes qu'il y a dans les États-Unis de quelles personnes sont oubliées. Généralement, c'est les personnes de classe moyenne. C'est pas les plus pauvres, c'est pas les plus riches, mais c'est ce qu'il y a entre les deux. Donc voilà, allez voir cette série, ça s'appelle Les États-Unis 2024, la guerre des clans. Il y a 4 épisodes d'une 50aine de minutes. C'est assez rapide à regarder et je vous conseille vraiment ça. Ça a été très instructif pour ma part. J'en profite aussi que tu parles de ça, de montrer que là récemment les élections présidentielles américaines nous montrent l'importance de voter et que en fait la parole qu'on a, elle compte. Donc même si pour l'instant là on n'a pas d'élections, nous, en France, mais quand ce sera le temps,
j'espère compter sur toutes les personnes qui nous écoutent de voter. C'est super important. Bon, c'était pas très fun, mais Hugo, qu'est-ce que tu nous as préparé pour la rubrique culturelle? Alors, juste sur ça, je suis assez d'accord avec toi, surtout que quand tu regardes les analyses du nombre de voix, en vrai, la victoire de Trump, elle est vraiment pas mal due à l'abstention, pour le coup. Et donc, voilà, je rejoins ton propos sur l'importance d'aller voter, surtout que c'est bien beau de critiquer l'élection d'un président d'extrême droite aux États-Unis, mais on va pas trop faire les malins parce que globalement, ça nous pend aussi au nez. Sur les recos culturels, moi j'aimerais parler de 2 films qui sont sortis en octobre. J'ai beaucoup aimé, c'est des rattrapages que j'ai fait tardivement parce que j'ai pas du tout pu aller au cinéma sur le mois d'octobre, mais je vous conseille très fortement l'histoire de Suleiman qui vient parler de l'ubérisation du travail, sur ce que c'est qu'être un réfugié politique, enfin pas forcément politique dans son cas, mais un réfugié qui en fait est dans une situation très précaire et en fait juste essaye de survivre, et en fait à quel point justement l'État complique les choses aussi pour que ces personnes soient régularisées et les laisse dans la merde, très clairement on peut le dire. Et ensuite il y a eu dans un autre style que Flo, mais un truc qui lie aussi animation et écologie, il y a eu le dernier film DreamWorks, Le Robot Sauvage, qui est exceptionnel, qui vraiment est incroyable en termes d'émotion aussi, et qui moi me fait vraiment remettre en question l'espèce d'hégémonie qu'avait Disney sur le cinéma d'animation, et vraiment je trouve Disney aujourd'hui totalement dépassé tant dans ses propos que ses animations, et je vous encourage à vous intéresser déjà aux autres studios qui font des trucs vraiment cool, mais aussi à des films d'animation, des réalisateurs et réalisatrices plus indépendants. Je pense qu'un film qui a vraiment donné envie de s'intéresser à ça, c'est J'ai perdu mon corps, il y a quelques années, qui est effectivement super, mais voilà, l'animation c'est un monde formidable qui a vraiment autant de vision que possible, c'est incroyable, et pour le coup je trouve que parmi les studios qui arrivent à se réinventer et à proposer des nouvelles choses, je trouve que DreamWorks s'en sort particulièrement bien, donc je vous conseille fortement ce film. Mao, quelle est ta recommandation de culture générale? Alors, je veux juste caler une phrase avant mes recos. Hier, je suis partie de La Chapelle pour aller à Jaurès au cinéma. J'ai vu l'histoire de Suleiman qui se passe entre La Chapelle et Jaurès. Vraiment, le premier plan, c'est le trajet que j'ai fait pour aller au cinéma. C'est fabuleux, j'ai chialé à la fin de la séance. Je finis sur l'histoire de Suleiman, c'est bon. J'ai une double reco. La première, c'est un livre que j'ai sur ma table. Un livre, attention, ça fait 6 mois que j'ai pas lu. Comme je suis une mauvaise élève, je l'ai pas encore fini. Ça s'appelle Transcripteur, un an sous thé. C'est de Camille Guérin, qui est connu sous le nom de Transcripteur sur Instagram, je crois. Qui est donc un homme trans FTM. Il raconte son parcours et en même temps son travail de transcripteur braille. Donc c'est absolument génial. Je vais pas m'éterniser trop dessus parce que je l'ai pas fini, mais je le conseille beaucoup. Et ensuite, je vous parlais de France Culture, dans le sens où j'ai un cours avec une femme qui travaille à France Culture et qui nous demande, pour faire des sondages, d'écouter des fictions sur la plateforme qui est 100% gratuite. Et j'ai découvert une nouvelle passion, c'est-à-dire que je passe ma vie à écouter du France Culture. Je peux vous conseiller 2 livres audio qui sont Bye Bye Blondie de Virginie Despentes. Et donc les épisodes durent 25 minutes environ, il y en a 5. Il y a un rythme de fou. La doubleuse a une voix cassée, comme si elle avait clopé toute sa vie. Je pense qu'elle a clopé toute sa vie. C'est sur fond de Joy Division. C'est ultra décapant, c'est génial. Et en fait, j'ai écouté Bye Bye Blondie parce que j'en ai écouté un autre plus long, mais qui est absolument tragique. Donc Rien ne s'oppose à la nuit, Delphine de Vigan. Énorme TW sur la santé mentale, le viol et le suicide, puisque le livre Albert Camus commence un de ses bouquins par Aujourd'hui maman est morte. Là c'est en gros je suis rentrée chez maman, elle était bleue, elle est décédée depuis 5 jours. Et c'est une histoire vraie. Delphine de Vigan a trouvé sa mère morte et fait un bouquin sur l'histoire de sa famille. C'est le livre audio et je pense aussi fort que le livre, que j'ai pas eu l'occasion de lire, mais ça donne une portée au récit qui est déjà dingue, hallucinante. Je conseille vraiment ce livre audio, peut-être plus que Bye Bye Blondie, mais alors par contre préparez-vous parce que c'est vraiment très dur. De mon côté, ceux qui me connaissent savent que voilà, moi je suis très fan de musique et de séries. Je pense même avoir regardé plus de séries que de films. Ouais, c'est possible. Mais du coup, récemment, Tyler the Creator a sorti son 8e et nouvel album Chromocopia. Tyler the Creator, pour ceux qui ne connaissent pas, est un rappeur, chanteur, producteur, chef d'orchestre
j'en passe. Cet album marque un tournant dans sa discographie, un album hyper personnel parlant de son statut dans le monde de la musique, une mise en cloque accidentelle, l'héritage d'être un homme noir aux États-Unis, la bisexualité, les bi on est en bleu sang, ou même pardonner son père absent. Préparez-vous à un album riche en émotions et en style musical. Moi, je recommande, je pense pas que c'est son meilleur album, mais je pense que c'est un album qu'on devrait tous écouter de par ses propos. Et c'est un album qui crie « Sois toi-même ». Et je pense que c'est un message qui est beaucoup trop important pour la jeunesse. Côté série... sur Canal+, nous avons Loup-garou, la meilleure partie de tous les temps, une série créée et présentée par Fari et Panayotis Pasco. Si vous connaissez le jeu du Loup-garou et que comme moi vous êtes extrêmement fan, c'est la série à voir. L'idée est simple, c'est un vrai jeu de Loup-garou, grandeur nature, vraiment fait de façon réelle. Ils ont loué un vrai village qui ressemble à celui de Tierce-Lieu. Mais comme candidat, nous avons un mentaliste, le champion de France du loup-garou, une joueuse professionnelle de poker, un ancien espion de la DGSE. En gros, que des têtes qui ont qu'un seul objectif, rentrer dans le crâne de l'autre et gagner. S'il vous plaît, regardez parce que de ce que j'ai vu, la série, elle marche pas très très bien. J'ai vu aussi pas mal de personnes se plaindre de la présentation de Mr V. Moi, je suis très fan de Mr V, donc en vrai, ça m'a pas gêné. Je trouve que justement, quand l'ambiance elle devient un peu plombante, il vient te rappeler que c'est un jeu, parce qu'il y a des manipulations, il y a des stratégies qui sont violentes. Mais en tout cas, moi, je conseille, et pour qu'on ait une saison 2, s'il vous plaît, regardez-la. Et du coup... des derniers petits mots de la part de Mao. Donc, je crois que j'ai fait une erreur dans ma présentation. Le bouquin de Delphine de Vigan, c'est Rien ne s'oppose à la nuit. Je pense que je l'ai appelé D'après une histoire vraie. D'après une histoire vraie, c'est son livre qui vient après. C'est aussi une autofiction et voilà. Donc, je conseille celui-là. Il est gratuit. Marine, un petit dernier mot ? Les loups-garous, c'est sur Canal+. Ouais, mais le premier épisode est disponible gratuitement. Apparemment, ils vont sortir le deuxième gratuitement. Mais voilà, la série, elle est sortie pour Halloween. Et bon, vous voulez bien imaginer que pour l'ambiance, c'était un très bon choix de com' de leur part. Hugo, un dernier mot avant d'y aller ? Bah écoutez, moi j'en profite pour vous dire de regarder le concert d'Olivia Rodrigo qui est sorti sur Netflix parce que c'est une artiste exceptionnelle et que je l'adore. Merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Merci aux beaux gosses de la table Hugo, merci à l'exceptionnel Mao, merci à Elios pour sa super petite rubrique, merci à l'incroyable Marine, merci à Romain pour sa présence, merci à Charlie pour le son, merci à Robin pour le montage si c'est toi qui le fais, mais quoi qu'il arrive, merci Robin. J'étais votre présentateur pour le podcast de Et pourtant ça tourne. Cultivez-vous et faites votre propre avis. Au revoir.